raison pour laquelle vous avez jugé utile de donner une conférence au local de Serge Ayoub, le skinhead, connu pour donc les jeunesses nationalistes révolutionnaires, par exemple. Vous avez trouvé normal d'aller discuter, dialoguer avec Serge Ayoub? Non, je ne suis pas allé dialoguer avec Serge Ayoub. Je ne savais pas qui était Serge Ayoub. On m'a invité. Figurez-vous qu'on avait les pires difficultés à trouver comment dirais-je, des salles pour s'exprimer. Donc c'était une erreur. Ce sont des sujets absolument dérisoires dont vous me parlez. Ah, c'est dérisoire de savoir qui vous êtes? Oui, pas qui je suis. Bah, Ce qui est dérisoire, c'est de faire le procès d'intention que vous faites. C'est un procédé fascisant que vous faites, parce que vous ne tenez pas compte de l'ensemble, d'abord des militants qui sont là. Nous avons maintenant parmi nos 5900 adhérents, on a une grande majorité de gens qui viennent de la gauche. Deuxièmement, vous ne tenez aucun compte de tout ce qui constitue notre programme. Au Front National aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent de la gauche, paraît-il. De tout ce que je dis depuis 7 ans, vous n'en tenez absolument aucun compte. Moi, vous savez ce qui me fait peur avec l'extrême droite? C'est actuellement l'extrême droite. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Monsieur Le Drian, ce qu'il a fait le 21 mars dernier, il est allé voir le ministre de la Défense estonien, monsieur Reinsalu, qui donne, le gouvernement estonien en ce moment donne comme modèle les Waffen-SS à la jeunesse estonienne, commémore les Waffen-SS. Et nous sommes allés soutenir ce monsieur qui d'ailleurs nous a interdit de vendre les navires à la Russie, qui les deux navires. Après ça, M. Fabius est allé à Kiev soutenir M. Tiagnibok, et qui est le président du mouvement Svoboda, qui est l'un des mouvements néo-nazis les plus évidents. Les spectateurs, c'est pas ce qui les intéresse ce soir. Non, mais c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que le fait que parmi 280 réunions que j'ai faites à travers la France, il y en a une fois qui a été faite à mon insu chez quelqu'un. Ça, c'était un véritable Donc vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas au courant des endroits où vous mettez les pieds. Pour un homme politique, c'est pas terrible. Et vous avez fait quoi, vous? Moi? Vous voulez que je vous raconte ma vie? C'est nul. C'est nul. Non mais Émeric, pardon, mais il a au moins répondu à votre question. Non, par exemple, je lui ai posé une question à laquelle il n'a pas répondu. Regrettez-vous d'être allé voir ce monsieur Ayoub? Mais je n'ai pas vu monsieur Ayoub. J'ai vu le public. De toute façon, si vous voulez. Regrettez-vous d'être allé dans son local? De toute façon, il faut parler à tout le monde. Ah. Bon, et là, ça sera refaire. Je ne le ferai pas. Je ne savais pas qui c'était. Maintenant, d'ailleurs, c'est vrai. Vous savez ce que maintenant c'est vrai, c'est que je crains qu'il y ait effectivement des pièges qui me soient tendus. Ça, c'est exact. Maintenant, c'était dans les tout premiers mois. Comment expliquez-vous qu'Alain Soral, qui relaie vos conférences sur son site Égalité et Réconciliation, dise de vous que vous êtes un nationaliste, un vrai nationaliste, et qui vous soutiendrait si vous étiez un bon homme politique. Mais il trouve que vous êtes en plus un mauvais homme politique. Il faut reconnaître qu'Alain Soral, sur ses sites, vous méprise aussi et vous insulte aussi sur certaines j'ai vu d'autres vidéos que sur son site, et Alain ça Soral dit du bien de ce monsieur. Il dit simplement que malheureusement, ce monsieur n'aura jamais de carrière politique. Que pensez-vous d'Alain Soral? Qu'est-ce qu'il faut croire? Que pensez-vous d'Alain Soral? Je trouve ça extrêmement minable. Monsieur Soral, je vais répondre, je ne connais pas Monsieur Soral, je sais qu'il passe son temps à m'insulter. Bon, deuxièmement, s'il reprend sur son site... C'est ce que vient de dire Léa Salamé. Deuxièmement, s'il reprend sur son site certaines de mes conférences, c'est parce que mes conférences font un buzz. Je conseille d'ailleurs aux téléspectateurs d'aller voir celles sur l'histoire de France ou celles sur qui gouverne la France, ça passionne les gens. Et d'ailleurs, ces conférences sont reprises par des quantités d'autres sites. Donc c'est un procédé... c'est un procédé odieux qui consiste à aller chercher uniquement de faire un procès à charge pour essayer de faire croire ce que je ne suis pas. Est-ce que vous dénoncez, les propos d'Alain Soral, le positionnement d'Alain Soral, son antisémitisme? Est-ce que vous dénoncez tout cela? Oui, bien entendu. Voilà, mais notre mouvement politique est un mouvement où il y a des personnes venues d'absolument tous les horizons. C'est marqué dans notre charte fondatrice que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, ce qui semble le cas. Nous avons absolument rien à voir avec un mouvement antisémite. Je voudrais revenir sur le mélange patrie, etc. Vous savez ce que disait De Gaulle? De Gaulle disait nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Émeric Caron brocardait le fait que je parlais d'indépendance nationale. Non, je n'ai pas brocardé. Oui, je n'ai pas brocardé. Ou de souveraineté. Je rappelle quand même que l'article 4 de la Constitution de la Ve République, sous notre Constitution, l'article 4 prévoit que les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Et l'article 5 fait obligation au président de la République, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Donc ce que finalement on voudrait me reprocher, c'est de vouloir appliquer les articles 4 et 5 de la Constitution de la Ve République, c'est ça? En février 2014, Lady Catherine Ashton, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour l'Union européenne et vice-présidente de la Commission européenne. Quand on dit haut représentant, c'est une formule
métaphorique. Elle s'est rendue en Ukraine. Elle s'est rendue en Ukraine pour aller soutenir les partisans de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, ceux qui ont participé au coup d'État contre Yanukovych. Et la voilà flanquée à droite, à sa droite, à gauche pour nous, par quelqu'un ici présent, qui est le boxeur ukrainien Vitaly Klitschko, qui a des liens avérés, lui et son frère, avec la mafia ukrainienne. Je signale que la mafia ukrainienne, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils rendent la Camorra napolitaine ou la Ndrangheta calabraise, rendent d'aimables sœurs de couvent. Il y a un livre du journaliste allemand Leo Glinder qui s'appelle « Le combat des frères Klitschko ». Et à sa gauche, à droite, sur notre présentation, il y a donc l'Ukrainien Oleg Tyanibok, le président du parti national-socialiste Svoboda, ça veut dire liberté en russe, en ukrainien, objet d'un mandat d'arrêt international lancé par la Russie pour actes terroristes avec les séparatistes tchétchènes. Il s'est battu du côté des Tchétchènes, financé très probablement par nos amis américains, contre la Russie. Donc voici quelle est la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour l'Union européenne. Elle est entre un mafieux, extraordinairement dangereux, et le principal parti néo-nazi d'Europe occidentale. Encore. Je signale que le mouvement Svoboda, qui donc a plusieurs membres maintenant, même si Oleg Tyanibok n'est pas au gouvernement de Kiev, il y a quand même plusieurs ministres qui viennent de ce mouvement politique. Je signale que ce mouvement politique a été classifié par le centre Simon Wiesenthal en 2012 comme l'un des 10 mouvements les plus antisémites, les plus dangereux au monde. Je signale d'ailleurs que le grand rabbin de Kiev a demandé aux Juifs, a suggéré aux Juifs ukrainiens de fuir le pays. Voilà Madame Catherine Ashton of Upholland. Nous avons ici maintenant M. Fabius, ministre français des Affaires étrangères, qui seront le 21 février à Kiev pour tenir une réunion avec le néo-nazi le même, Oleg Tyanibok, chef de Svoboda, Parti national-socialiste d'Ukraine, et le mafieux Vitaly Klitschko, les mêmes. Les mêmes. Nous avons ici la photo du 21 mars 2014 à Tallinn, en Estonie. Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, est allé soutenir son homologue, le ministre estonien de la Défense, Urmas Reinsalu. Je ne suis pas sûr que mon estonien soit d'une pureté de prononciation parfaite. Et ce type est un néo-nazi qui donne les Waffen-SS en modèle à ses compatriotes. On en est là, hein. Dans l'indifférence. Alors les gens, quand on leur dit oui, oui, bah quoi, oui. Non, je veux dire, je ne suis pas du tout là pour mais on a eu en France des exemples récents où on a fait, vous vous rappelez l'affaire de la quenelle de Dieudonné. Chez nous, il y a des gens qui sont pour Dieudonné, hein, qui sont contre. Nous, non, on ne se mêle pas de ça, c'est pas notre problème. Enfin, on en a fait quand même des tonnes sur cette question. Mais là, les ministres français vont se rencontrer avec des gens, des ministres, officiellement, qui célèbrent les Waffen-SS, qui d'ailleurs se battaient pour l'Europe contre la Russie. Hein. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit, c'est les mêmes histoires qui recommencent. Et là, tout le monde trouve ça très bien. On a été le seul mouvement politique à dénoncer ça, à demander l'arrêt immédiat de tout contact de ministres de la République française avec des représentants néo-nazis de l'Europe orientale. Où sont passés les partis républicains français? Où sont passés les partis de gauche, d'ailleurs? C'est en plus de ça la gauche qui est au pouvoir. Ça, c'est d'ailleurs les célébrations des Waffen-SS en Estonie, à Lvov en Ukraine, etc. Voici nos nouveaux alliés. Ça, c'est en Estonie que ça se passe. Si vous voulez, ça vous intéresse, vous pouvez aller faire vos emplettes.
Dans tous ces pays d'Europe orientale, notamment les pays baltes, vous pouvez y acheter des boucles d'officiers SS, des bagues de SS, des svastikas, en veux-tu, en voilà. Tout ça est parfaitement... Et ça fait partie de l'Union européenne, avec laquelle nous avons les mêmes valeurs, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un mandat d'arrêt européen. Il n'y a plus de procédure d'extradition. C'est-à-dire que si le gouvernement estonien veut qu'un Estonien réfugié en France lui soit livré, on ne peut plus s'y opposer. Par exemple, quelqu'un qui s'opposerait aux célébrations de Waffen-SS. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où on en est rendu. Les États-Unis sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies avec droit de veto au même titre que la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Le 19 novembre 2012, des survivants des Waffen-SS lettons ont commémoré la lutte de l'Allemagne nazie contre l'URSS devant le monument de la liberté à Bauska. On a dans ces pays une commémoration permanente de la Seconde Guerre mondiale côté Waffen-SS. Résultat, l'Union soviétique a proposé aux Nations Unies une condamnation de ces actes à l'Assemblée générale des Nations Unies en disant qu'il fallait que l'Organisation générale des Nations Unies, le monde entier, a été pris à partie par Moscou en disant qu'il fallait interdire la commémoration des Waffen-SS dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. C'était le 27 novembre 2012. À l'initiative de la Russie, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté le lundi 26 novembre au soir cette résolution qui condamne la glorification du nazisme. Qui a voté pour? 120 pays du monde qui ont voté pour, justement, la condamnation de ces actes. La Russie, la Chine, l'Inde, le Venezuela, tous les pays d'Amérique latine, la grande majorité des pays en voie de développement. Qui a voté contre? Qui a voté contre la condamnation de la glorification du nazisme? Les États-Unis d'Amérique, le Canada et les îles Marshall. Et qui s'est abstenu? 57 abstentions, dont tous les pays de l'Union européenne, par solidarité avec la Lettonie. La République française, à l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 2012, a refusé de voter une condamnation de la glorification du nazisme, par solidarité européenne avec la Lettonie. Sous le gouvernement, d'ailleurs, du socialiste de M. Hollande. Voilà où l'on en est rendu. La prétendue construction européenne devient de plus en plus militarisée et agressive, constamment, est en train de nous entraîner vers des guerres néocoloniales, est en train de nous entraîner aussi vers toute une symbolique effrayante. Ça, c'est le symbole de l'Eurocorps, qui doit être l'armée européenne avec un glaive. Qu'est-ce qui ressemble le plus à ça que ça? Le glaive, c'est le mythe de Lohengrin, de Parsifal, du chevalier teutonique contre l'hydre. Là, en l'espèce, c'est l'hydre judéo-bolchevique. Nous avons le même type de symbolique qui est en train de revenir. Et puis cette photographie a fait le tour du monde, vous le savez. C'était en 2012. Des soldats américains en Afghanistan se sont fait prendre en photo. Ça a fait un tour du monde. Alors les États-Unis ont dit oui, ils allaient engager une procédure de discipline interne. Voilà. Et puis ça, ce sont tout ce qui se développe en Europe occidentale. Ça, c'est au moment du référendum en Suède contre l'euro. C'est un détournement d'une affiche de l'époque hitlérienne. On a remplacé le drapeau nazi par les drapeaux européens. Ce sont des anti-européens suédois et qui ont dit « It's not fascism when we do it ». Ce n'est pas du fascisme à partir du moment où c'est nous qui le faisons. Et c'est exactement ça. Les européistes se sont reprennent exactement le pli de tout ce qui a été fait dans les années 30 et 40, mais à partir du moment où c'est l'Europe, alors prétendument, que c'est un modèle de démocratie. En attendant, lorsque Mme Merkel arrive à Athènes ou à Thessalonique, elle est accueillie par ça, et à travers l'Europe, on développe des trucs Ein Reich, Ein Volk, Ein Euro, un sentiment d'ailleurs anti-germanique que je ne trouve pas bien, puisque personnellement, je suis de ceux qui considèrent que l'Allemagne est également pâtie aussi de la construction
européenne. Mais en attendant, vous voyez à travers toute l'Europe, ça c'est en Italie le journal Il Giornale qui titrait sur Quarto Reich, le quatrième Reich, et puis c'est le journal Democrazia qui présentait Angela Merkel avec l'uniforme d'Adolf Hitler. Donc nous voici bien arrivés à la fin de cette conférence où vous voyez que d'un seul coup, on espère un peu les vieux fantômes du passé qui d'un seul coup réapparaissent. Comme dit le proverbe français, qui veut faire l'ange fait la bête. La construction européenne a été présentée dans les années 50 comme un moyen de rassembler les peuples d'Europe, comme un moyen qu'il n'y ait plus jamais la guerre, etc. Et en fait, elle n'était que le nouvel avatar de cette pensée qui est menée en 1849 et qui nous emmène vers la dictature.